Bonjour. Catherine Bousquet, bonjour. Bonjour Rémi. Et Bonjour. merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Catherine Bousquet, vous êtes praticienne de médecine chinoise et formatrice en art énergétique pour l'Institut Terre d'Asie que vous avez créé. Ma première question, Catherine Bousquet, c'est que sont les arts énergétiques? Alors, il y a le terme énergétique qui vous interpelle tout de suite. Énergétique qui vient d'énergie, on dit le qi en Chine, d'où le terme qigong, travail, gong sur l'énergie. Donc art énergétique, forcément, on va travailler sur cette énergie, sur ces énergies du corps qui nous appartiennent en propre. De même qu'elles appartiennent à l'univers tout entier, puisqu'on est dans une conceptualisation de l'homme un petit peu holistique, dont la médecine chinoise est très très représentative. Donc l'homme est en fait un microcosme dans ce grand macrocosme qu'est l'univers. Il est à l'identique de cet univers qui est composé de mouvements, et ces mouvements définissent l'énergie, la vie, c'est en fait le mouvement. Le qi, c'est le mouvement de la vie. Et dans le corps, vous avez quantité d'énergie qui nous appartient de préserver, d'harmoniser. Il y a un terme d'harmonisation qui est important en médecine chinoise, un équilibre dans lequel l'homme doit se mouvoir comme la nature tout entière se meut entre les cycles naturels qui sont le jour, la nuit, le développement des saisons, la mort, la renaissance. Ce sont d'éternels cycles qui reviennent de façon très régulière et qu'on retrouve également chez l'homme. Donc ce terme art énergétique consiste déjà à harmoniser la circulation du qi dans le corps. On verra peut-être plus tard à quoi sert aussi l'énergie dans le corps humain. Elle ne sert pas qu'à circuler toute seule, non, elle sert à véhiculer d'autres substances. Mais en tout cas, concernant cette question-là, une fois qu'on a harmonisé la circulation du qi et des fluides, on va déjà se préoccuper de sa propre santé. La première chose, la première recherche dans les arts énergétiques, qu'on appelle aussi le qigong, dans les neijia, dans les arts internes, puisque vous avez aussi les arts externes dont se représente Shaolin, nous c'est plutôt l'école Wudang, eh bien, consiste à préserver sa santé, voire à prolonger la vitalité. On dit que ce sont des arts de longévité. Préserver sa santé, c'est-à-dire restaurer l'équilibre du corps, l'harmonisation du qi, partout dans le corps, en haut, en bas, dans les membres, de façon à pouvoir finalement se défendre. C'est un art défensif, l'art énergétique chinois. Ça a donné naissance aux arts martiaux. Du reste, quand on considère vraiment le qigong, je posais la question même à mon ex-mari, qui est chinois, qui est resté en fait mon maître. Il y a aussi une tradition comme ça de maître à disciple en Chine que je respecte, que je conçois fort bien, que je respecte. Je lui disais enfin, le qigong, c'est peut-être uniquement un art thérapeutique, pas martial. Et bien même cette énergie qu'on a dans la petite boule des 5 organes, qui est une des formes de qigong, eh bien c'est déjà un art martial, c'est une application martiale. On a l'impression que tout sert en fait en qigong l'art martial, l'art de défense, l'art de combat. C'est déjà un art de défense effectivement contre ses propres faiblesses, son ego, ses émotions perturbées qui deviennent souvent des émotions négatives. Donc c'est déjà l'art de se défendre contre ses propres faiblesses, donc de les métamorphoser, de les transformer en émotions positives déjà, et ces faiblesses en force. Donc déjà un art de santé. Et ensuite, par extension, effectivement, par développement, par certains mouvements qui développent cette énergie en soi, plus que la préservation de la santé, vous voyez, déjà on est dans un art de fortification, de développement de l'énergie, de sa vitalité. On renforce donc ses propres défenses, ses défenses immunitaires, ce qu'on appelle le wei qi, en médecine chinoise, le qi défensif. Eh bien on va arriver petit à petit à développer, à sentir, puisque là on parle de sensation, effectivement, on développe aussi l'art du ressenti. On arrive à sentir comment le corps s'articule, comment cette énergie est véhiculée. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant le qigong. C'est un art de toute une vie, c'est un art d'approfondissement. C'est pour ça qu'on dit neijia, des arts internes. On n'est pas dans l'apparence d'un mouvement, on n'est pas dans de la danse, on est dans une gymnastique entre guillemets. C'est vrai qu'on dit gymnastique parce qu'on s'adresse au corps physique,
tout passe par le corps physique, de façon après à grandir vers une énergie de plus en plus spiritualisée. Donc en partant de ce corps physique, donc de cette santé vitale, vraiment qui tient au corps, on arrive ensuite à équilibrer nos émotions. Elles sont toutes rattachées à un organe. Elles ne sont pas là par hasard dans le corps. Elles ont vraiment une application évidente dans nos organes. Elles fortifient ou elles affaiblissent nos organes qui sont aussi, on en parlera peut-être certainement puisqu'on est là pour parler des théories fondamentales de la médecine chinoise. Nos organes sont une véritable manufacture par laquelle passe la réception, la division, la transformation, une véritable alchimie interne qui est due à nos organes. Donc de cette réception des énergies extérieures, on en parlera aussi, la nourriture, l'air, en énergie, en substance corporelle, le sang et l'eau. Et petit à petit, donc, cet ensemble de substances qui travaillent par le biais de l'énergie qui les véhicule, va donc construire une sorte de force élastique que l'on ressent, puisqu'on était voilà, dans cette évocation de la sensibilité que l'on développe aussi avec le Qigong. Donc ça n'est pas la gymnastique de l'apparence, encore une fois, c'est une discipline de la vitalité, du ressenti, qui va faire qu'après, en développant, en sentant cette énergie de plus en plus élastique et forte, elle va servir aussi l'art guerrier, l'art du combat. Même la médecine chinoise de l'acupuncture ou du tuina, même du massage, sont des arts un petit peu guerriers parce qu'effectivement, on est dans le principe de soigner le mal par le mal. On s'attaque au mal avec des accessoires qui sont l'aiguille, qui est incisive, qui est intrusive même. Et lorsqu'on applique vraiment, lorsque je parle d'acupuncture, effectivement, la méthode traditionnelle chinoise, eh bien, c'est pas qu'on fasse mal, il faut éviter cette notion de douleur. Mais c'est une sensation forte qui intervient lorsque l'aiguille pénètre à l'intérieur du circuit énergétique qu'on appelle les méridiens pour justement défaire le mal qui est dû soit à une stagnation, une déficience ou un excès dans la circulation du chi, du sang et des liquides, et qu'il appartient à l'aiguille de débloquer, de régulariser, d'harmoniser. Et bien c'est une sensation forte déjà qui commence comme ça, dans cette sensation que cet art, comme dirait mon ex-époux, auquel je dois quand même pas mal de choses, je lui dois vraiment tout l'enseignement du Qigong, des arts martiaux internes qui sont aussi le Tai Chi Chuan, qui sont aussi le Pa Gua Zhang, qui est un kung fu rapide, qui garde sa vivacité, sa souplesse. Eh bien, je dois cet enseignement, c'est vrai, à maître Ku Lin Zhang, et qui est le premier à dire que l'acupuncture, puisqu'il est aussi praticien, médecin chinois, un art guerrier. On soigne le mal par le mal, on travaille en art énergétique une discipline qui vise déjà à combattre un peu ses propres faiblesses. On disait aussi l'ego. Il y a certaines écoles attribuent à l'ego une qualité positive qui est forcément l'amour-propre, il faut en avoir. Mais il y a aussi toutes les erreurs qu'apporte l'ego, cet orgueil aussi contre lequel il faut combattre et qui nous amène aussi des émotions négatives qui sont aussi l'héritage de nos générations de parents qui nous transmettent aussi cette énergie avec des qualités mais aussi des faiblesses et des mémoires qui nous appartient de combattre. C'est un petit peu le terme qu'évoquent le plus souvent les disciplines chinoises, c'est que c'est un art de préservation de sa santé, mais c'est un art de combat pour arriver à construire une force vitale qui va servir finalement le domaine spirituel, bien sûr, autant que le domaine de l'amour. On n'est plus dans un art guerrier, là. On est dans un art d'expansion de cette énergie vers d'autres domaines qui sont beaucoup plus présents dans le domaine du yoga, en Inde, où on ne parle pas du tout d'art de combat. On parle surtout, puisque c'est un petit peu, enfin ce sont complètement les mêmes théories de l'énergie. On dit prana en Inde, on dit chi en Chine, mais en fait on parle effectivement de développement du chi, de l'énergie, pour viser en Inde un domaine d'expansion de la spiritualité, qu'on retrouve aussi dans le taoïsme. Le taoïsme est une philosophie de vie, plutôt qu'une religion, même si vous avez le Dao, qui veut dire aussi religion taoïste, mais on est ici dans ce dont je me représente, dans une application de l'énergie au niveau de la santé, ensuite au niveau martial, et puis par le biais de la méditation, on vise aussi à une extension de l'énergie vers
effectivement le domaine spirituel. L'homme, il tient sur cette trilogie, le corps, le cœur ou l'âme, parce que le cœur loge en fait en Chine toutes les émotions, et puis l'esprit. L'esprit qui donne cette expansion vers le spirituel, qui est aussi un mot très vaste, très large, qui englobe quantité de concepts. Le Shen, l'esprit, qui en fait déjà englobe l'homme dans l'univers tout entier, le fait que nous sommes tous interdépendants et que nous appartenons déjà à une nature qui est la Terre tout entière. Nous sommes tous des frères et des sœurs, on est tous interdépendants les uns des autres. Il nous appartient même de construire cette énergie de façon à pouvoir nous aider, nous aimer les uns les autres. On rejoint un petit peu les conceptions catholiques bien comprises, mais c'est vrai que c'est une histoire d'amour tout ça. Déjà aimer le chi. Alors justement, pouvez-vous développer un peu plus cette appellation, le chi, énergie? On peut déjà évoquer les énergies de la nature. Bon, j'aime bien cette définition de l'énergie en tant que mouvement, animation, qui donne vie. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Donc tout être vivant doit la vie à l'énergie. Et dans la nature, vous avez l'énergie des arbres, l'énergie des pierres, l'énergie de la terre, du ciel, l'énergie des luminaires, quantité de formes, d'ondes énergétiques que l'homme a la capacité de capter et d'intégrer en lui pour venir alimenter ses propres énergies. Alors parlant des énergies du corps humain, vous en avez aussi beaucoup. Vous avez deux grandes énergies très importantes dans le corps humain, qu'on appelle l'énergie Xian Tian Jing et Hou Tian Jing, ou Qi. Jing, ça veut dire l'essence, qui a donné naissance au Qi. Xian Tian Qi, c'est le Qi prénatal que nous devons à l'héritage familial, à la conception. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent, et bien lorsque ça donne naissance à un enfant, nous héritons de cette énergie qui est issue des parents. Et avant même les parents, comme je disais tout à l'heure, nous avons les générations, tous nos ancêtres qui nous transmettent cet héritage énergétique, notre vitalité. On est avec un capital santé, en fait, quelque part, plus ou moins fort selon que nos parents aient bien vécu leur vitalité. Des parents qui fument, qui se sont adonnés à des addictions, et bien forcément, ça va jouer dans notre héritage familial. Vous avez aussi un héritage génétique qui donne certaines pathologies, comme parfois des rétentions ou l'hypertension. Voilà, ce sont parfois des pathologies, des déficiences énergétiques que nous devons malheureusement à nos parents, tout en étant capables aussi de considérer qu'ils nous ont donné des qualités. Et plus loin encore que les parents, nous avons, puisque nous parlions de la nature, nous sommes nés sous des constellations. Je crois personnellement beaucoup à l'astrologie. Je sais que chaque signe astrologique dépend aussi du mouvement des planètes et de leur positionnement dans le ciel au moment de notre naissance, qui nous donne aussi, encore une fois, un héritage stellaire, un héritage naturel, avec des qualités propres aux signes astrologiques, autant morales que physiques, et des fragilités qu'il nous appartient, de par notre conscience, de vivre toute notre vie, donc de restaurer, de fortifier, de développer, de préserver. Voilà pourquoi l'art du Qigong. Donc, nous parlions des énergies du corps. Vous avez donc celle héritée par les parents, dont on dit qu'elle est stockée. Vous avez des réservoirs comme ça dans le corps. Ces énergies ancestrales, cette énergie innée, elle est stockée par les reins. Elle va soutenir en fait. Ça va servir de base, de socle au développement de toutes les énergies du corps qui sont en fait interdépendantes. Nous reviendrons, puisqu'on est aussi dans cette interview, je pense, amené à, non pas à développer, puisque ça c'est le but d'une formation, mais pas celui d'une interview. Nous évoquerons les théories fondamentales de la médecine chinoise, le concept de globalité, qui est très important, qui est fondamental en médecine chinoise, reviendra. Ici, on le considère dans le sens où l'énergie innée va servir le développement de toutes les autres énergies, et qui lui-même va dépendre aussi de l'énergie qu'on appelle acquise après la naissance. Donc l'énergie acquise après la naissance, elle vient effectivement de tout ce qui nous vient de l'extérieur. L'homme ne dépend que des énergies qui lui viennent de l'extérieur, à commencer par le souffle. Le souffle, la respiration, elle est très importante en Inde, c'est ce qu'on appelle le prana.
hein, le souffle, l'origine de la vie, donc, qui après est venu dans toutes les respirations, qu'on peut retrouver un rythme comme ça, un respiratoire qu'on trouve dans le cycle du jour et de la nuit, du développement et du déclin qu'on doit aux saisons, ce renouvellement sans arrêt. C'est comme une inspiration et une expiration. Ce sont déjà aussi les images que l'on donne de l'énergie. L'énergie, c'est aussi le souffle de la vie. Sans respiration, nous ne pouvons pas vivre. Donc on doit à la respiration le terme d'énergie. En fait, le chi, l'énergie, certaines personnes préfèrent en fait dire que le chi, c'est le souffle. Ce sont les souffles. On a donc déjà le souffle de l'air que nous respirons et que nous allons pouvoir travailler sous forme d'exercice respiratoire pour décupler en fait cette faculté naturelle à respirer. Et nous avons aussi l'alimentation. Hein. Nous nous nourrissons de façon à pouvoir non pas évacuer ce que nous mangeons bêtement par les selles et par l'urine, mais de façon à fabriquer le sang et les liquides. À notre santé, en fait, elle tient à la circulation harmonieuse du chi de l'air et de la nourriture qui se combine dans le corps de façon à nourrir les organes, les tissus, les articulations, l'ensemble du corps. Et l'énergie, elle est là pour faire circuler ces substances. Nous devons à l'estomac et la rate ce qu'on appelle donc l'énergie acquise, Rotienchi, après la naissance. Donc voilà deux grandes énergies importantes. L'énergie innée, stockée par les reins, et qui va servir de base à la construction de toutes les autres énergies. Et vous avez la seconde grande énergie, entre guillemets, puisqu'elle englobe quantité d'autres énergies, qui est l'énergie acquise après la naissance, qui est réceptionnée par l'estomac et qui est transportée et transformée par la rate. Autour de cela s'articule l'énergie des organes. On pourra en reparler tout à l'heure, puisqu'on va parler effectivement de la théorie des 5 organes, des 5 éléments. À chaque organe appartient une énergie. Donc on sait déjà que l'énergie c'est un mouvement, chaque organe a un mouvement, le foie s'écarte pour permettre à l'estomac de recevoir la nourriture, qui va descendre une partie de la nourriture vers les intestins, qui va se charger d'en séparer une partie pour véhiculer l'indésirable, et l'autre partie qui sera reprise par la rate et transportée par la rate vers les poumons, qui transforme un petit peu, qui transforme le chi, on appelle ça aussi le chi de la nourriture, le shui gojingwei ou le guchi, donc le chi de la nourriture, est transformé avec le chi de l'air qui est filtré par les poumons, qu'on appelle le qing chi, et qui forme grâce au chi pectoral, encore un chi, le zong chi, c'est à l'intérieur de la poitrine finalement, c'est grâce au mouvement créé par le zong chi que ces substances sont transformées en sang au niveau du cœur, véhiculées grâce au cœur dans le réseau qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Et on attribue aussi aux poumons la fabrication et la préservation du chi défensif, le wei chi, qui circule à l'extérieur des vaisseaux pour nous défendre contre l'invasion des facteurs pathogènes. Donc ce sont les climats, le froid, l'humidité, la sécheresse, la chaleur, la canicule, voilà, c'est ce qu'on appelle les facteurs pervers. Néanmoins, ces facteurs pervers, comme je l'évoquais tout à l'heure, ne sont que des climats naturels et on doit leur perversité à la faiblesse de notre propre organisme et notamment de ce chi défensif qui permet, lorsque l'ouverture et la fermeture des pores est déficiente, de faire pénétrer ces climats. D'où finalement ensuite une déficience interne lorsqu'on n'a pas évacué à temps ces énergies perverses. Encore une énergie, le wei chi. On a aussi le chi nutritif qui circule à l'intérieur des vaisseaux, le yin chi, qui est aussi un constituant du sang. Qu'y a-t-il d'autre comme énergie à vous nommer? Eh bien, le mouvement du chi, des organes, qui ont donc chacun une fonction, on le sait maintenant, et un mouvement. Le chi du cœur descend, le chi du poumon descend, et il descend notamment l'air filtré vers les reins. Il y a une complémentarité comme ça entre les reins et les poumons. On doit aux reins la fonction de recevoir le chi de l'air. Shen na chi, ça veut dire le rein reçoit le chi de l'air qu'il va ensuite distribuer de façon à aérer en fait l'ensemble du corps. Les reins reçoivent aussi les substances liquides parce qu'en fait le gu chi, l'énergie des nutriments, d'où
j'en reviens à la qualité de la nourriture. Hein. Autant manger bio que de manger une alimentation dénaturée, chimique, qui provoque finalement, qui crée des poisons dans le corps. Hein. On doit à l'alimentation la qualité de notre sang et des substances, et aussi la vitalité de l'énergie qui va véhiculer ces substances dans le corps. D'où l'importance de bien se nourrir, de bien s'aérer, d'avoir des activités aussi mentales, hein, cultiver son cœur, son corps, son mental. C'est tout ça qui nous appartient à faire, nous, en tant qu'êtres humains, conscients de notre liberté de vivre, de bien vivre, hein, tant qu'à faire. Donc revenons finalement à l'évocation du chi des organes. Le chi des organes, donc notamment celui des reins, permet aux reins de réceptionner le chi de l'air, filtré par les poumons, et les substances finalement séparées des substances solides, qui vont servir à la fabrication du sang, qui a comme pour fonction de réchauffer tout l'organisme, et vous avez aussi la fonction qu'on doit aux substances liquides, d'humidifier le corps, hein, qui tient à un équilibre entre, on a un équilibre homéostatique entre une température idéale, 37-38 degrés dans le corps, qui est celle donc d'être nourri et humidifié grâce à ces substances par le biais des organes. Une partie des substances liquides réceptionnées par les reins va être ensuite véhiculée vers la vessie. Donc encore une fois, une notion de division des substances entre elles, entre l'indésirable, la partie liquide qu'on ne désire pas, qui sera comme pour la nourriture, qui va servir à la fabrication des sels, et ici la fabrication de l'urine, qui est stockée, ensuite expédiée via la vessie sous forme d'urine. Et l'autre partie nécessaire au corps, à l'humidification du corps tout entier, eh bien, reviendra à la fonction des reins, qui est celle ensuite via le triple réchauffeur. C'est encore une notion qu'on a rajoutée en médecine chinoise, le triple réchauffeur qui va servir le véhicule d'un méridien. Le triple réchauffeur, c'est en fait l'ensemble des organes du corps, hein, le haut, le milieu, le bas réchauffeur, qui englobe l'ensemble des organes, mais qui a aussi une fonction propre qu'on appelle la voie royale des eaux. Via le triple réchauffeur, eh bien, cette eau purifiée va se charger d'être véhiculée à l'intérieur de tous les organes, de tous les tissus, des articulations, jusqu'au port de la peau sous forme de sueur. Voilà donc les reins qu'on vient d'évoquer. Donc le chi des reins remonte finalement pour véhiculer l'eau et l'air. Que nous reste-t-il à évoquer? Le chi, on a parlé du chi, un petit peu de tout, hein, les reins à la vessie, l'estomac à la rate, les poumons qui sont reliés au gros intestin, et le cœur qui est relié à l'intestin grêle. Vous voyez, il marche par binôme. Il marche par binôme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation avec le yin et le yang? Eh bien, on va dire, vous me retirez les mots de la bouche. C'est vrai que, ben voilà, c'est vrai qu'en ayant évoqué le chi, les organes, et on n'a pas évoqué tous les organes, on y reviendra peut-être, on en revient à ces théories fondamentales de la médecine chinoise. Les théories fondamentales de la médecine chinoise, elles reposent essentiellement sur, effectivement, la notion de chi, vous voyez, qui est extrêmement importante, c'est sans énergie, il n'y a pas de vie. Hein, je ne serai même pas là à vous expliquer ce que c'est que la notion du chi. Vous avez aussi la théorie des 5 éléments. Les 5 éléments, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on est dans le yin et le yang. Il ne faut pas que je m'égare. Je reviens donc à cette question, et vous avez la théorie du yin et du yang. Et bien effectivement, les organes sont reliés par binôme, de même que quantité d'éléments sont reliés par paire qu'on appelle le yin et le yang. Ne serait-ce qu'à observer la nature. À l'observation tout de suite immédiate, c'est effectivement le jour et la nuit qui sont composés donc de qualités contraires et complémentaires, comme la clarté, le soleil, la chaleur, la lumière qu'on doit à l'expansion du jour, contrairement à la nuit qui considère plutôt le temps du repos, le côté sombre, obscur, le côté passif. Vous voyez déjà, on articule comme ça deux cycles antagonistes mais complémentaires. L'alternance des saisons aussi, l'hiver qui est relié au froid, qui est relié aussi à l'hibernation, c'est là où l'être humain, où tous les êtres vivants du reste se mettent au repos.
contrairement à l'expansion progressive, puisque vous avez des saisons intermédiaires qui sont le printemps ou l'automne, où on va donc vers une expansion, vers une éclosion, vers une explosion de la vitalité à nouveau, qu'on considère l'été sous forme de chaleur, la germination qui donne après le fruit. Et à nouveau, une fois que le fruit tombe, eh bien, on est aux récoltes, on engrange ces récoltes, on est dans une mort apparente, une mort qui n'est qu'apparente, puisque sous le sol, l'hiver se prépare à nouveau les nouveaux germes de la renaissance et de l'éclosion à nouveau de cet éternel cycle des saisons qu'on doit donc à une alternance d'éléments yin et yang pour ne nommer que les saisons et le jour et la nuit, puisque vous avez après à l'infini quantité d'éléments ou de qualités yin et yang qui se juxtaposent pour former un équilibre. Et l'équilibre, c'est encore un terme très important en médecine chinoise. Notre santé tient à un équilibre entre toutes ces substances qui sont véhiculées par le qi, qui s'organisent de façon à nourrir l'ensemble du corps. Dès qu'il y a une stagnation, une déficience, un excès, eh bien, on tombe en termes de déséquilibre dans des termes de pathologie. Et dans la nature, lorsqu'il y a un déséquilibre comme ça qui intervient entre ces qualités, idéalement complémentaires, mais qui deviennent contraires, donc qui peuvent s'opposer, on a aussi ce qu'on appelle les cataclysmes naturels. Ce yin et ce yang, ces notions qui sont très bien représentées par le symbole du tai chi, hein. Le tai chi, c'est en fait le yin et le yang qui s'imbriquent, vous savez, hein, le blanc et le noir. Et à l'intérieur du blanc, on voit bien qu'il y a un petit point noir. À l'intérieur du noir, on voit bien qu'il y a un petit point blanc. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais complètement yin ou yang. Dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. L'homme est yang, la femme est yin, et dans l'homme, vous avez quand même des qualités qu'on dit féminines, l'intuition, la réceptivité, et chez la femme, vous avez aussi le côté yang, hein, qu'on dit, voilà, actif, directeur, érectif. À l'intérieur du corps humain, c'est exactement la même chose, puisqu'on sait maintenant que le corps est à l'identique du macrocosme de l'univers. Donc dans le corps humain, vous avez effectivement, puisque nous étions partis des organes, pour commencer à s'interroger sur les notions d'éléments yin et yang, les organes sont reliés entre eux, par deux, entre les organes pleins et les organes creux. Donc les organes pleins sont yin, et les organes creux sont yang. Estomac, donc ce gros ensemble organique hein, qui gère l'énergie acquise après la naissance, eh bien la rate est pleine et l'estomac creux parce qu'il reçoit la nourriture. Les viscères, les organes creux, ils ne stockent pas, ils reçoivent et ils véhiculent, ils transportent. Comme le foie, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, eh bien, c'est l'organe creux, c'est celui qui reçoit la bile qui est construite par le foie et qui va se charger de transmettre la bile aux intestins pour les aider dans le processus de digestion. Le cœur est relié à l'intestin grêle, c'est un peu plus subtil, hein, ça c'est de la médecine chinoise. Autant on peut concevoir que le foie est relié à la vésicule biliaire ou le rein à la vessie, hein, qui réceptionne et qui véhicule l'urine, autant il faut des notions de relation entre certains réseaux du corps pour que la médecine chinoise ait pu considérer que le cœur était relié à l'intestin grêle. C'est pour ça qu'on dit que la cystite, hein, l'inflammation de l'intestin grêle, elle est due aussi à une chaleur du cœur qui descend. Tant qu'au poumon, tandis que le poumon, lui, il est relié au gros intestin. Vous voyez donc des binômes comme ça entre un organe yin et un organe yang. On appelle ça les zangpu. L'organe, eh bien, dans le corps, vous avez aussi quantité d'éléments yin et yang. L'avant est yin, l'arrière est yang. Vous avez deux grands méridiens médians sur lesquels se trouvent la plupart des centres vitaux qu'on appelle les chakras en Inde. Eh bien, ils se placent sur ces deux grands axes médians qu'on appelle le méridien gouverneur, c'est le doumé à l'arrière, qui gère tous les méridiens yang du corps, le dos étant considéré aussi comme une partie yang du corps, et vous avez le jeune mei, le méridien concepteur, qui porte aussi les organes, et qui coiffe un petit peu, qui rassemble tous les méridiens yin du corps. Le haut est yang, le bas est yin, comme dans la nature, hein, la montagne, ce qu'on aperçoit de la montagne comme l'iceberg, n'est soutenu que par la profondeur de la terre qui soutient la montagne, etc. Vous voyez, on est dans un concept vraiment naturel, nécessaire, vital, de relation d'équilibre entre des éléments contraires et complémentaires qui sont effectivement ce qu'on appelle des relations yin et yang.
On est dans une théorie fondamentale de la médecine chinoise qui sert dans le corps humain le principe d'harmonisation et d'équilibre de tous ces éléments entre eux. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Le qi, le yin et le yang, les 5 organes, est-ce qu'il y a une relation avec les 5 éléments? Ah oui, complètement, oui. Effectivement, là, on a nommé, je pense, à peu près toutes des théories fondamentales. On n'a fait que les nommer, bien sûr, en évoquant peut-être des détails sur la fonction des organes. C'est pas fini, justement. Vous me reliez à moi-même à chaque fois. C'est vrai que les organes sont reliés aux éléments. Les éléments naturels qu'on a observés, encore toujours une observation un peu empirique qu'on doit aux premiers chamans qui se sont posés comme ça devant la nature et qui ont observé cette déclinaison du jour vers la nuit, de l'été progressivement vers l'hiver, qui ont observé des cycles réguliers et qui ont observé aussi une succession des éléments entre eux qu'on a reliés aux organes. Nous avons donc le foie qui est relié à l'élément du bois. C'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Le bois qui a donné naissance, qui a engendré le feu, qui est relié au cœur. Le cœur qui engendre la terre qui est reliée en médecine chinoise des organes au piwei, à l'estomac et à la rate, qui engendre elle-même le métal, le poumon, qui est relié au gros intestin, et qui engendre lui-même l'eau, qui est reliée, qui est apparentée au rein et à la vessie. Donc 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils s'engendrent mutuellement l'un l'autre. C'est pour ça qu'il y a aussi dans le corps humain un cycle d'engendrement, comme dans les saisons. Et c'est extrêmement intéressant, ce qui fait que lorsqu'on pratique le Qigong, on fortifie finalement l'ensemble des organes pour encourager la vitalité tout entière dans l'ensemble du corps, mais c'est aussi la grande difficulté pour le praticien en médecine chinoise de considérer la pathologie comme un ensemble de relations entre les organes. Hein, si quelqu'un arrive avec un problème au niveau du foie, qui en médecine chinoise est relié au tendon, aux ligaments, avec une répercussion au niveau des yeux, peut-être un élément comme l'émotion, qui sera la colère, on se dira tout de suite, ah mais voilà, pas de problème, c'est le foie qui est concerné. Mais néanmoins, il y a eu des perturbations émotionnelles qui engendreraient la peur, sans doute, avec une déficience de la vitalité, nous dirons peut-être sexuelle, un problème d'acouphène, par exemple. Et on se dira, tiens, là, on a plutôt tendance à penser au rein. Mais il y aura aussi un excès, peut-être pas un excès, mais une perturbation au niveau de la respiration. L'inspire beaucoup plus court que l'expire. On se dira, tiens, alors, bon, le rein relié au poumon. Vous voyez, on a effectivement une relation au nom de la globalité beaucoup plus large. On va dire qu'en médecine occidentale, effectivement, lorsqu'on s'adresse à un praticien de médecine chinoise, il faut qu'il considère l'ensemble des organes et des fonctions qui sont engendrées grâce à lui. Donc j'en reviens à partir des 5 éléments, à ce système des 5 organes, qui est non seulement relié à la fabrication des substances entre elles. Je parlais du sang et des liquides tout à l'heure, mais en fait, je continue aussi avec cette histoire de substances qui vont engendrer donc le sang et l'eau, mais qui eux-mêmes, on sait que cette alchimie, c'est une transformation des substances entre elles de plus en plus subtiles, qui vont donner naissance au qi. Le qi, donc cette énergie qui va servir de moteur, de véhicule à ces substances sang et eau, shui et jingwei. On dit que le sang est la mère du qi, et le qi est l'empereur du sang, puisque c'est lui qui véhicule les substances. Donc on les doit non seulement aux organes, mais aux organes aussi, on attribue un tissu. Au foie est relié, nous l'avons dit, les ligaments, les tendons. Donc on parle aussi d'expression des organes. L'expression, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc la qualité des ongles est reliée au foie. Les nerfs, certains nerfs sont reliés au foie. Mais pour parler de l'expression extérieure du foie, les yeux sont reliés au foie. Vous avez les organes sensoriels, 5 organes sensoriels qui sont reliés chacun aux organes. Et vous avez aussi les émotions dont il va falloir parler.
hein, puisque là on est dans un système un petit peu physiologique, mais on a aussi les émotions qui sont extrêmement importantes en médecine chinoise. Ce sont elles qui pourraient même générer la pathologie, ou lorsqu'elles sont négatives, eh bien, en fortifiant le méridien qui relie un organe, puisqu'en fait les méridiens sont chacun reliés à un organe, on va fortifier l'émotion, dont on dit souvent qu'elle est négative en médecine chinoise, pour la transformer en sa qualité positive. Et lorsque les organes sont comblés par des émotions positives, eh bien, ils engendrent, ils restaurent ou ils fortifient la qualité des substances qu'ils font circuler. On en était au foie. Hein. Vous voyez, on a un petit chiton, un petit système complet maintenant qui s'articule autour du foie. Les nerfs, les ligaments, les tendons, la qualité des ongles, les yeux sont reliés au foie. Voilà, hein, on va s'arrêter là hein, pour une présentation. On peut parler maintenant du cœur, dont on sait maintenant qu'il sert à la fabrication du sang, que son tissu, ce sont les vaisseaux sanguins. Les émotions, en fait, toutes les émotions sont reliées au cœur. Mais néanmoins, le cœur gère une émotion, ou une émotion est logée à l'intérieur du cœur, c'est la joie. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'interroge sur les émotions en médecine chinoise, elles sont plutôt négatives. Hein. Le foie, j'ai oublié de dire que l'émotion du foie, c'était la colère, vous voyez, une émotion un peu négative. Quant à la qualité positive de l'émotion négative transformée, eh bien c'est la gentillesse, la pondération. C'est pour ça qu'on dit que le foie, c'est aussi le gentil empereur, le gentil commandant de tous les chi du corps. Hein. Du fait qu'il s'écarte, eh bien, il participe effectivement à la libre circulation de tous les chi dans le corps. Donc le foie serait censé être un organe gentil, alors que plutôt, lorsqu'on vient nous voir, nous, praticiens de médecine chinoise, on considère que la colère, c'est plutôt l'émotion défavorable au foie. Quant au cœur, eh bien, nous revenons au cœur avec la joie. Mais la joie n'est pas forcément une émotion positive en médecine chinoise, puisqu'on est plutôt en termes d'excès de joie. L'excès de joie, c'est aussi une déperdition du chi. Donc c'est quelque part une émotion négative. Alors qu'en fait, la joie, c'est extrêmement important. La joie de vivre, très important de construire cette joie, cette sérénité intérieure, qu'on doit au cœur, qui véhicule aussi toutes les émotions positives. Et également l'amour, qui est pour moi la plus belle des qualités. Alors que la qualité, à mes yeux, la plus négative qui soit, c'est la peur qu'on rattache au rein. Parce que la peur, c'est elle qui nous empêche d'aller de l'avant. Puisque les reins, la qualité positive des reins, c'est eh bien, le courage. Il faut du courage pour vivre. Effectivement, la vie est faite souvent d'épreuves. Et lorsqu'on n'a pas le courage de dépasser les épreuves, eh bien, on reste là, au pied de l'obstacle, toute sa vie. Et on n'a pas la joie et la fierté, parfois, de s'être libéré de ces épreuves en les dépassant. La vie aussi, c'est une libération, c'est un travail constant de libération de tout ce qui nous a encombré et tout ce qui nous pèse avec ce bagage aussi héréditaire hein, qui nous vient des ancêtres. Et cette conscience de se libérer de ce lourd véhicule pour en faire sérénité, joie de vivre. On en vient, donc on s'arrête sur les reins, puisque les reins, eux, on leur attribue un tissu qui sont les os et un organe sensoriel d'expression qui est l'oreille. Donc souvent les problèmes d'oreille sont reliés à une déficience des reins. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, l'oreille, les déficiences, enfin les acouphènes, les tintements d'oreille, les bourdonnements, on l'attribue aussi à d'autres organes. Mais généralement, c'est vrai qu'on attribue l'organe de l'oreille à la bonne fonction du rein. Donc auquel on attribue aussi les os et les dents, parce que les dents aussi c'est un constituant osseux, c'est un prolongement des os et les moelles. Que nommer encore le poumon. Donc on sait que le système respiratoire est relié au poumon, mais il a un tissu aussi. On sait que le wei qi circule à la surface des os, des chairs et de la peau. Donc la peau est le tissu du poumon. Hein. Les éruptions cutanées aussi sont parfois dues à une perturbation au niveau du méridien ou de l'organe du poumon. L'organe sensoriel du poumon, on respire avec le nez. Hein. Donc le nez, tout ce qui est pathologie nez, rhinite, rhume, avant d'atteindre aussi les voies respiratoires, la gorge, sont reliées au poumon. Nous parlions des émotions.
On a parlé du Pi Wei, enfin c'est vrai que le Pi Wei, autant on pourrait dire Gan Dan, foie vésicule biliaire, c'est vrai que le terme chinois, on le garde souvent pour l'estomac et rate du fait de leur grande fonction concernant l'énergie acquise après la naissance. Et bien, concernant l'estomac et la rate, l'émotion qu'on relie à l'estomac et la rate, c'est peut-être la plus positive de l'évocation des émotions en médecine chinoise, puisqu'on attribue la pensée, la fonction rationnelle de penser. Mais dès qu'il y a une petite perturbation, souvent au niveau de la rate, qui est importante, au niveau du transport, de la transformation des substances entre elles, notamment de la nourriture, et du transport de l'eau, eh bien, on tombe dans une émotion négative aussi, qui est le souci. Se faire un souci d'un rien, au lieu d'être un peu distancié des problèmes qui nous arrivent forcément. Parfois peut-être une problématique à résoudre, mais on peut le faire avec optimisme, en se disant qu'il y a toujours une solution à tout. Et ça, c'est la qualité d'une bonne rate, cette émotion positive. Alors, vous parlez de la manifestation extérieure des organes, la peau, les yeux, le nez et les cheveux, moi qui n'en ai pas. Ah oui, c'est vrai, on va rentrer dans le secret des yeux, là, Rémi. Oui, en fait, les cheveux, c'est attribué aux reins. Et les reins, eh bien, on dit que ce sont les reins qui gèrent la vitalité tout entière, y compris la sexualité. Je ne veux pas vous poser la question, mais je pense que ça n'a peut-être pas d'incidence. Voilà, on attribue aux reins les cheveux. Et le poil au poumon. C'est vrai que quand on est dans le cadre d'une interview un peu spontanée, voilà, on dit certaines choses. De même que dans le cycle d'engendrement des organes entre eux, on a aussi la relation de contrôle, de contre-contrôle, de contrôle excessif, etc. Voilà, on ne peut que évoquer certains aspects de tous ces systèmes. Voilà, mais les cheveux, c'est les reins. Et quel est le rôle du Qigong dans tous ces principes fondamentaux ? Alors, le rôle du Qigong, c'est d'avoir conscience de comment l'énergie circule en soi, en relation aussi avec les énergies de l'univers, et prendre parti de ce potentiel naturel que nous avons de recevoir ces énergies-là, pour les faire mieux fonctionner, comme je vous disais en présentation, de façon à réparer des anomalies, disharmonies au niveau de la circulation de ces substances entre elles, de façon à restaurer et préserver déjà la santé, et par extension, puisqu'on parlait d'art énergétique, on développait donc cette fameuse énergie force martiale. Le Qigong, il intervient effectivement par le biais d'une gymnastique de mouvement, d'une méthode, c'est une méthodologie le Qigong, de façon à pouvoir fortifier cette énergie de base. Je pense notamment à une personne que je peux nommer, Yves Requena, dont j'ai entendu un petit reportage, et qui parlait de supra-énergie, comme la supraconscience. Et je reprends ce terme-là parce que, effectivement, il est excellent. On ne se contente pas en Qigong d'avoir une énergie de base, et comme il le disait, c'est déjà un privilège d'être en bonne santé. Mais une fois recouvrée cette santé, eh bien, on peut aller encore plus loin. On peut développer une très forte énergie qui va nous permettre de la mettre au service de toutes les activités que nous avons au niveau de notre travail, de nos relations avec les autres, de notre rapport à l'univers tout entier. Parce que cette force, c'est un sacré pouvoir, mais c'est pas un pouvoir égoïste. Il faut que ce soit un pouvoir d'amour, de don, de service à l'autre. Et déjà, de se servir soi-même, un service à soi, de conserver cette énergie, de l'embellir, donc par une méthodologie. Que vous dire? Je peux vous confier avant, parce que je pense qu'on est en fin d'interview. Voilà, le temps tourne, j'ai les cours aussi qui vont démarrer tout à l'heure. Eh bien, on peut simplement nommer des principes fondamentaux du Qigong, à moins que cela serve un petit reportage ultérieur, où je vous parlerai peut-être, ça serait très bien même, de tous les principes fondamentaux du Qigong, avec quelques exercices pour les ponctuer. Donc le Qigong vise effectivement à harmoniser la circulation des fluides, et on sait maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, que la substance des fluides sert à fortifier le corps, le sang à réchauffer, les liquides à humidifier, l'énergie à faire circuler, l'énergie avec son aspect yang, puisqu'on était en qualité yang, le sang et yin, l'énergie yang, à équilibrer tous les aspects yin et yang du corps entre eux, déjà pour la santé. Et cette énergie
ces substances bloquent la plupart du temps au niveau des articulations. Da Kei Guanjie, ouvrir les articulations, les portes de l'ouverture du chi, ce sont essentiellement nos articulations. Donc on va effectivement retrouver dans toutes les disciplines du Qigong, le Tai Chi Chuan y compris, le Baguazhang, on est dans les arts internes qui sont tous des Qigong, même si on débouche vers le Kung Fu qui est un véritable art de combat, de préservation mais aussi de combat, avec une expansion de force explosive, et bien passe par ce travail sur le Qigong, où on déploie dans l'espace des mouvements ronds, puisque la rondeur nous permet aussi justement de véhiculer cette énergie à l'intérieur du corps. Donc il y a certains mouvements qui sont spécifiques de l'ouverture de ces articulations. On n'est jamais tendu, raide, contracté en Qigong. On cherche la décontraction. Décontraction, fang song, ça veut dire décontraction. Et Jizhong Zhuili, c'est concentration. Décontraction, concentration. Ça, ce sont des grands principes du Qigong. Parce que dans la concentration, on n'autorise plus l'esprit à être, le mental à être distrait. Donc quelque part, on arrive à apaiser ce mental. Et non seulement on l'apaise, comme toutes les techniques de yoga aussi, mais on fortifie cette énergie. D'où l'idée de force tranquille. Hein, la force guerrière, c'est pas tous azimuts, non. On prend le temps de réserver sa force et de l'employer à bon escient. Et de la faire circuler d'abord, comme il faut dans le corps, de façon à ce qu'il soit en bonne santé, avec un mental équilibré, donc décontraction, concentration, relâchement de toutes les tensions dans le corps, les épaules basses, relâchées, les coudes ronds. On peut aussi employer le poignet à se casser, puisque nous parlons des méridiens. Vous avez des méridiens yin, le fait de casser les poignets, ça les fait travailler, le fait d'arrondir ces poignets, ça les fait circuler au niveau des méridiens yang. Vous avez quantité de méthodes comme ça entre effectivement des aspects yin et yang, rond, cassé, le transfert du poids du corps de l'avant vers l'arrière, chu et che, ça veut dire alternance du plein et du vide. On a comme ça des mouvements également qui s'inspirent tout à fait des éléments yin et yang pour créer un équilibre qui permet à la circulation petit à petit de s'harmoniser, de se fortifier, d'être réparti de façon très équilibrée entre le haut et le bas, via la taille qui est extrêmement importante, c'est vrai, qu'on a une position très particulière en Qigong, c'est la rétroversion du bassin. On est naturellement cambré, ce qui n'empêche pas l'énergie de circuler, mais comme on disait tout à l'heure en termes de travail énergétique, eh bien on va, en basculant le bassin sous soi, provoquer la verticalité. Ça, c'est encore un grand principe du Qigong. Le dos est droit. C'est comme un tuyau d'arrosage dans lequel l'eau passe. Lorsque le tuyau est coupé en deux, et ben on a beau ouvrir le robinet, ça ne passera pas. Dès qu'on remet le tuyau dans le bon sens, droit, hop, ça gicle. Donc cette énergie, elle monte par le doumet, dont on a parlé aussi, l'un des deux grands méridiens médians du corps, qui longe toute la colonne vertébrale, pour relier le haut et le bas, et finalement cette circulation dans l'ensemble des articulations et des membres, jusqu'à l'extrémité des doigts. Et la taille donc est extrêmement importante. Nous avons aussi un grand méridien. Vous avez 14 méridiens principaux, mais vous en avez aussi qu'on appelle les méridiens curieux, parce qu'ils n'ont pas de point d'acupuncture. Mais ils empruntent les points des méridiens principaux. Et celui-ci, c'est le daimai, c'est-à-dire le méridien, le vaisseau ceinture. C'est comme un lien qui embrasserait l'ensemble des méridiens. Et c'est encore une autre image, là, que voilà, une éponge qu'on vrille pour en extraire l'eau. Et bien là, imaginons qu'on vrille la taille dans les deux sens, de façon à pouvoir extraire ce bouquet de méridiens pour finalement fortifier et véhiculer encore plus l'énergie partout dans le corps. Voilà des grands principes du Qigong, verticalité, on vrille souvent la taille dans les deux sens, de façon justement à extraire le chi, le répartir davantage. On ouvre ses articulations de façon à ce que l'énergie passe mieux dans le corps. Et une fois que cette vitalité, qui dépend aussi de nos organes, qui sont reliés eux-mêmes aux méridiens, est fortifiée, on arrive à équilibrer le système émotionnel, on arrive finalement à rendre cette énergie de plus en plus subtile. Et c'est là qu'après, eh bien, on peut atteindre une dimension qu'on appelle spirituelle, ou alors le mouvement cesse, ou alors s'il ne cesse pas, il se passe à l'intérieur du corps immobile. Il y a une autre sorte de mouvement qui se crée et qui va atteindre ici une dimension beaucoup plus subtile. Voilà, vous avez donc tous les aspects du Qigong. Après, il n'y a plus qu'à pratiquer, comme ça vous comprendrez mieux encore ce qui se passe. Parce que la meilleure façon de comprendre le Qigong,
c'est de le sentir. Ça, c'est encore une grande qualité du Qigong qu'on n'a pas dans d'autres gymnastiques. Ou alors le Pilate ou d'autres gymnastiques beaucoup plus tranquilles s'en rapprochent maintenant. Je ne parle pas du yoga, puisque le yoga et le Qigong, ce sont les deux grandes dimensions de l'énergie ou prana qui permettent à travers des postures ou des mouvements de sentir cette diffusion énergétique. La meilleure façon donc de comprendre le Qi, c'est de le pratiquer pour le sentir. Hein, c'est aussi le développement du Yin Tang, c'est-à-dire le troisième œil. Parce que c'est ce qui nous aide, nous praticiens également de médecine chinoise, c'est qu'on n'exécute pas seulement une technique, mais on acquiert de la sensibilité à un sixième sens. Hein. Tous ces Qigong que j'enseigne grâce à mon ex-mari, que je nommerai encore, le docteur Kunling Zhang, eh bien, vise le développement du Shenming. Shenming, c'est la claire conscience. Très bien. Eh bien, Catherine Bousquet, je vous remercie pour cette interview. On sait qu'on vous retrouvera bientôt dans une vidéo plus précise, plus, je veux dire, concrète sur le Qigong, les exercices. Et voilà, et en attendant, je crois que vous avez un site internet. Oui, www.terredasie.net. Très bien. Eh bien, alors à très bientôt. Merci Rémi, à très bientôt, merci.